des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors, cette semaine, avec Gwenaëlle, on s'est penché sur une thématique qui va, j'espère, susciter des réactions différentes. En tous les cas, on compte sur vous pour nous faire des retours. On a envie de vous parler de la vérité sur la vie d'artiste. Et pour commencer, je vais vous donner une définition de ce qu'est un artiste. On entend par artiste toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la récréation d'œuvres d'art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l'art et de la culture, qui est reconnue ou cherche à être reconnue en tant qu'artiste, qu'elle soit liée ou non par une relation de travail ou d'association quelconque. Une fois donnée cette définition, on va donc parler de ce qu'est la vie de l'artiste. Il m'est arrivé ces dernières semaines et ces derniers mois de croiser pas mal de personnes, surtout lors de mes expositions personnelles. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y a une méconnaissance sur la vie d'artiste. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions, style « Est-ce que vous travaillez à plein temps ? Est-ce que vous peignez toute la journée, tous les jours ? Est-ce que vous gagnez votre vie avec ça ? Où trouvez-vous vos sources d'inspiration ?» Donc il y a beaucoup de questions et selon le type de réponse qu'on donne, on voit une réaction sur le visage des gens. Ce qui m'a fait penser qu'il y a peut-être des a priori ou des croyances sur ce qui est la vie d'artiste. D'un autre côté, il y a aussi les artistes qui débutent, par exemple, et qui s'imaginent ce que leur vie en tant qu'artiste va être. Et puis, une fois qu'ils commencent à pratiquer et qu'ils pratiquent pendant un certain temps, ils réalisent que l'image qu'ils en avaient au début n'est pas tout à fait la réalité. Et il est aussi vrai que les artistes entre eux ne partagent pas souvent comment ils vivent leur journée, comment ils approchent leur démarche artistique, comment leur processus créatif se déroule. Donc on est un peu chacun dans notre coin en train de faire notre popote. On ne partage pas forcément et donc il y a cette partie, toute cette partie du public qui se pose des questions et puis même entre nous, artistes, on se pose des questions si la manière dont on vit notre vie est la manière la plus juste. Est-ce que les autres traversent aussi les mêmes choses ? Et donc aujourd'hui, voilà, on avait envie d'éclaircir un peu tout ça. Et peut-être Gwenaëlle, tu peux nous dire, toi, est-ce que tu as eu, par exemple, des retours de gens qui t'ont posé des questions Oui. Alors, juste avant de commencer, je voudrais juste qu'on précise qu'on parle à partir de notre expérience à toutes les deux, qui est une expérience de personnes qui se sont lancées dans l'art après 40 ans, qui ne sont pas passées par des écoles des beaux-arts et tout ça. Donc, c'est notre expérience dont on va parler et évidemment, elle n'est pas universelle et on ne détient pas la vérité avec un grand V. Mais c'est vrai que quand on discute avec des gens, avec des proches, avec de la famille, avec des amis, on s'aperçoit que ce que fait l'artiste, c'est un peu mystérieux en fait. Les gens ont une conception souvent issue de la vision de l'artiste qu'on avait au 19e siècle en fait. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis ce temps-là, donc on voit les artistes comme des personnes solitaires qui attendent l'inspiration dans leur tour d'ivoire, on les voit comme des gens un peu bohèmes, désorganisés, pour pas dire bordéliques, qui sont libres de leur temps, qui n'ont pas de contraintes, qui vivent de manière un peu excentrique, provocatrice quelquefois. Il y a beaucoup de gens aussi qui considèrent que créer c'est facile en fait. Nombre de personnes qui disent un enfant de 3 ans pourrait le faire, des choses comme ça. T'as des remarques comme ça. Et puis il y a aussi évidemment cette vieille idée que être artiste tu gagnes pas ta vie et que donc faut surtout pas que tes enfants se mettent à vouloir faire une carrière artistique parce que sinon ça va pas bien se passer. Et en fait
cette vision-là, elle est vraiment, elle est tournée vers le passé et elle est complètement ignorante des nouveaux défis auxquels les artistes sont confrontés aujourd'hui, notamment grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet, grâce à l'informatique, qui ont complètement changé le rapport que les artistes ont avec leur public, en fin de compte. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est bien de démythifier un peu cette vision et puis de parler aussi du quotidien, de ce qu'on fait au quotidien, les défis qui sont les nôtres aujourd'hui et qui n'ont rien à voir avec la vie de Balzac ou de Monet. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'eux faisaient aujourd'hui. Ouais. Je crois que les films, les téléfilms, les séries télé influencent beaucoup aussi la manière dont les gens perçoivent l'artiste. Je me souviens d'un épisode de Columbo où le meurtrier est un artiste peintre. Et c'est vraiment la grosse caricature, quoi. C'est le mec qui... En fait, il vit dans une maison magnifique, il peint quand il en a envie, mais on voit qu'il a beaucoup de moyens. Et puis quand il se met devant une toile, il se met à peindre frénétiquement avec ses pinceaux. Et puis 1 heure plus tard, paf, la peinture apparaît. Donc, je pense que vu qu'on est exposé souvent à ces images-là, si on n'a pas l'occasion de rencontrer un artiste et de lui parler, et puis d'aller voir son atelier, et puis de comprendre comment il fonctionne, on va un peu s'arrêter à ces images-là et on va rester bloqué en pensant, l'artiste, il vit comme ça. Et puis c'est vrai que pendant très longtemps, on ne voyait pas forcément les artistes travailler parce qu'ils n'aimaient pas forcément avoir des gens dans leur atelier. Alors maintenant, avec Internet, avec YouTube, on voit des artistes pratiquer, montrer leur travail, leur démarche créative et tout ça. Donc ça permet de démythifier un peu. Mais avant... la porte de l'atelier refermée, on se disait mais qu'est-ce qui se passe derrière cette porte, quoi ? Quelle étrange alchimie se produit. Et donc je pense que tout ça a contribué aussi à élaborer cette image de l'artiste en tant que solitaire, isolé, mais en même temps différent, quoi. Un peu marginal en fin de compte, un peu marginal. Alors entre la vie des artistes d'hier et celle d'aujourd'hui, évidemment, il y a des choses qui sont toujours communes. Cette période d'incubation pendant laquelle on va chercher des idées, on va s'inspirer. La période de création proprement dite aussi, puisque ça, il faut bien en passer par là. Mais là où ça a beaucoup changé, en fin de compte, c'est dans le partage qu'on peut faire par rapport à son travail, la manière de vendre ses toiles, la manière de se faire connaître, d'acquérir un peu de visibilité. Là, évidemment, les choses ont vraiment beaucoup changé, en fait. Ouais. Je pense qu'on peut aussi... on va rentrer un peu plus dans le détail, en fait, de ce qui constitue la journée d'un artiste. Je pense qu'il est important de faire la distinction entre un artiste qui va peindre pour le plaisir, pour le loisir, et un artiste qui va être professionnel et qui souhaite en vivre. Les deux ont beaucoup de choses en commun dans le processus créatif. Mais au-delà de la création dans l'atelier, l'artiste professionnel, il a aussi énormément de choses qu'il doit faire en plus, qui ne sont pas rémunérées et qui n'ont pas forcément à voir avec l'art. Et donc c'est ça aussi, je rejoins un peu ce que tu disais, au niveau de la communication, l'image qu'on donne de soi, la visibilité et tout ça, il y a un énorme travail derrière. Et si on pratique l'art que comme un hobby, on ne va pas trop se soucier de ça. Mais en tant que pro, aujourd'hui, c'est un must, on est obligé de passer par là. Quand tu te considères comme un artiste professionnel, tu veux vendre ton travail. Le but, c'est de vendre, c'est pas juste de passer un bon moment à créer. Il y a quand même un but au-delà de ça. Et qui dit vendre son travail, dit être visible, être reconnaissable, avoir un style, et puis trouver des collectionneurs, des acheteurs, des gens qui sont intéressés par ce que tu fais et qui vont acheter tes œuvres, quoi. Donc ça, c'est indépassable. Tu es obligé de te confronter à ça. Et c'est assez difficile. Parce que comme on le sait, les artistes sont souvent de mauvais vendeurs, en fait. Ouais, c'est pas facile de parler de soi, de savoir... ça, c'est tout un travail. Quand on est artiste pro, il faut apprendre à parler de soi. Il faut soigner son image pour qu'elle soit cohérente et qu'elle soit constante, que les gens puissent comprendre. Et puis après, sa démarche artistique, ses œuvres, il faut savoir en parler. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup d'artistes qui se font aider par un coach, justement. Ouais. Parce qu'on
on se dit, ça va de soi. Mais en fait, non, l'idée, c'est qu'on puisse le communiquer afin que ça puisse être compris par d'autres personnes. Mais oui, quand tu deviens artiste professionnel, tu es confronté à pas mal de défis. La première chose que tu dois faire, déjà, c'est apprendre. Tu dois te former tout le temps. Tu peux pas te contenter de savoir peindre d'une certaine façon et puis toute ta vie faire la même chose. Tu es dans une évolution, une recherche. Donc tu apprends, tu te formes, tu suis des stages, tu suis des cours, tu es dans une recherche par toi-même aussi. Évidemment, tu dois, comme tu le disais, apprendre à t'exposer au public, aux réseaux sociaux, aux galeries éventuellement, si tu veux travailler avec des galeries, au public, enfin voilà. Tu dois aussi réfléchir à ce que c'est ton talent, ça veut dire quoi avoir du talent et comment tu peux l'entretenir, le faire fructifier, le développer. Tu dois aussi accéder à ton monde intérieur, à tes émotions, à ton ressenti, et puis travailler aussi sur ton état d'esprit, être capable de te fixer des objectifs, de les suivre, de t'astreindre à une certaine forme de travail, à une gestion de ton temps. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait auxquelles on ne pense pas quand on voit l'artiste, on le voit devant sa toile en train de créer, mais en amont et en aval, il y a plein de choses en fait. Oui, il y a aussi une chose qui est très importante quand on est artiste pro, c'est de choisir où on veut montrer notre travail. J'écoutais un autre podcast récemment et puis l'invité sur ce podcast, il a écrit des bouquins, tout ça, il disait en tant qu'artiste, il faut jamais aller exposer dans des foires, dans des marchés sur la rue, quoi. Et bon, ça c'est son avis. Mais ce qu'il a argumenté, c'est qu'en fait, si on décide d'exposer ses œuvres dans un lieu public où les gens sont là, oui, pour voir de l'art, mais aussi pour manger des saucisses et se promener avec les enfants, ils vont pas forcément comprendre ce qu'on leur présente. Donc il y aura un décalage entre ce que nous on veut montrer, exposer de soi, comment on a envie de parler de nos œuvres, et puis on est face à un public qui est soit pas intéressé, soit qui est pas là pour ça. Et donc ce décalage fait qu'en fait on va pas sortir vainquant de cette expérience. Donc en tant qu'artiste pro, il faut faire le choix. Est-ce qu'on veut passer par des galeries uniquement? Est-ce qu'on veut participer à des salons? Donc si on participe à des salons, notamment, moi je l'ai fait, c'est du boulot. Il faut déjà identifier lesquels, où il faut monter un dossier systématiquement, il faut envoyer le dossier. Après, une fois qu'on est accepté, si on l'est, il y a tout le travail de com derrière, parce que bien sûr le salon va faire sa communication, mais en tant qu'artiste aussi, je dois communiquer à mon entourage, mes clients, le fait que je vais exposer au salon. Donc il y a préparer des mails, mettre des annonces sur les réseaux sociaux, en parler autour de soi, distribuer créer des affiches, ou alors utiliser l'affiche du salon pour la distribuer, penser à où la mettre. Donc voilà, il y a tout ce travail-là et c'est très chronophage, ça prend énormément de temps. Et l'ayant vécu, je trouve que c'est même très frustrant parce que des fois on préfère être dans l'atelier et continuer à peindre, surtout si on est en train de travailler sur une série, puis on doit tout interrompre pour faire ça et il y a une date limite. Donc on est contraint par le temps et il faut absolument le faire, on n'a pas le choix, c'est pas quelque chose qu'on peut repousser, il faut le faire. Après, si on fait une exposition personnelle comme moi je l'ai faite, là il y a encore plus de travail parce que là on est tout seul du début à la fin. Une fois qu'on a accepté notre dossier pour exposer dans un lieu, là, toute la com retombe vraiment entièrement sur l'artiste. Donc, si on ne fait pas de com, il n'y aura pas de visiteurs. Donc, la pression est énorme. C'est vraiment... on passe beaucoup de temps à faire tout ça. Ouais, je pense que c'est ça qui est important de souligner, c'est qu'il y a un temps de création, mais on ne peut pas être uniquement dans la création, en fait. Et je dirais que quelquefois, le temps de communication, de partage, il est au moins équivalent au temps de création, voire des fois supérieur. Et je sais que, moi, quelquefois, je me dis, mais
là, cette semaine, j'ai pas eu le temps de peindre, quoi. Ouais. J'ai pas eu le temps de peindre, parce que si tu veux... Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont artistes. Il y a beaucoup de gens qui communiquent sur les réseaux sociaux, sur leur travail et tout. Donc, il y a une forme... il n'y a peut-être pas une forme de compétition, mais quand même, il y a une compétition pour être visible, en fin de compte. Et les algorithmes, c'est pareil, ne favorisent pas non plus forcément, ne nous favorisent pas comme on voudrait l'être. Donc, on est vraiment obligé de créer ce contenu dont on parle là, et d'écrire des articles de blog, de faire des vidéos, de faire un podcast comme on le fait aujourd'hui, voilà, pour essayer d'intéresser les gens à notre travail, à notre vision des choses. Et c'est un peu la foire d'empoigne parce que y a beaucoup de monde partout, il y a beaucoup de contenu partout, et pour être visible et surtout pour se singulariser, c'est pas évident. Donc il faut se singulariser à la fois dans son travail, et ça prend du temps, et à la fois dans sa manière de communiquer et dans sa manière de parler de sa vision des choses et de sa conception de l'art et de la peinture, quoi. Et quand tu disais tout à l'heure, il faut pas aller sur les foires, non, évidemment, parce que quand on peint, on espère qu'il y a une relation qui va s'établir entre la toile qu'on a faite et celui ou celle qui la regarde. Et pour que cette relation puisse exister, il faut que ce soit dans un espace suffisamment vaste, où il y ait du calme, où il y ait du silence, où il n'y ait pas autour des distractions et des vibrations et de la musique et tout ce qu'on veut et des odeurs de saucisses qui viennent te perturber, tu vois. Ouais. Donc effectivement, c'est vrai que c'est cohérent. Et surtout, si tu commences à aller sur les marchés et sur les foires, tu te mets au niveau des produits qui sont sur les marchés et sur les foires. C'est-à-dire que tu deviens un produit. Oui, tu n'es plus une œuvre d'art, tu es un produit. Ouais, et c'est pas pareil. Ouais, ça dévalorise un peu ton travail. Moi, je l'ai vécu l'année dernière, je l'ai fait une fois, et je l'ai très très mal vécu. Je me suis pas sentie à ma place, et je m'en suis voulu parce qu'en même temps, je me suis rendu compte que le public était pas au rendez-vous, le bon public était pas au rendez-vous. J'ai investi énormément de temps et d'énergie pour rien, alors que j'aurais pu très bien faire autre chose. Ouais. Mais ça, c'est des erreurs qu'on fait toutes et tous, je pense. Oui. Il faut passer par là. Voilà, c'est ça. Il faut passer par là pour te rendre compte à quel niveau tu te situes. Parce qu'il y a des artistes, ça va leur convenir très bien. Moi, j'en ai croisé dans des expos. Des gens qui, par exemple, vont commander des petites toiles du 10 par 10 ou du 20 par 20 en quantité astronomique. Ils vont te torcher 20 toiles comme ça en quelques jours. Et puis, ils vont aller vendre ça sur les marchés pour un prix ridicule, genre, je sais pas, 50 €, 40 euros. Il y a un public pour et ça, hein. Ils gagnent leur vie comme ça marche. Mais on n'est pas... on n'est pas dans la même sphère, on n'est pas dans la même conception de l'art les uns et les autres. Donc pour certains c'est très bien parce qu'ils veulent absolument gagner leur vie et ils sont prêts à faire ça et ça leur convient et ça marche. Après quand tu as des ambitions un petit peu différentes, tu peux pas te frotter au même milieu parce que ça marche pas, c'est dissonant, c'était pas à ta place, quoi. Ouais. Donc en tant que pro aussi, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour formaliser le travail. On exerce le métier d'artiste et avec ça, il y a toute une panoplie de formalités, de choses qu'il faut faire. Notamment, il faut tenir un inventaire de son travail. Idéalement avoir un site web. La plupart des artistes pros ont un site internet et pour le site internet, il faut créer du contenu. Il faut faire des photos de qualité de ses œuvres. Parfois, il faut les retoucher, donc ça prend du temps. Après, il faut créer le site. Alors, si on a un peu d'argent, on peut payer quelqu'un pour le faire, mais sinon, beaucoup d'artistes le font eux-mêmes. Ils créent eux-mêmes leur site, et ça demande beaucoup de temps. C'est très chronophage aussi. C'est de plus en plus facile à faire, mais ça demande quand même un investissement en temps et de prise en main de la plateforme, quoi, en fait, sur laquelle tu vas faire ça. Il faut y revenir souvent, parce qu'on crée de nouvelles œuvres. Il faut montrer que quand même le site est dynamique, qu'il y a des choses qui se passent, donc il faut le mettre à jour régulièrement. Et après, il y a tenir les comptes. Oui, c'est ça, ouais. Selon le type de régime dans lequel on tombe, il faut tenir les comptes, savoir combien on a dépensé, combien on faire tes déclarations, payer tes cotisations, voilà. Interagir avec l'URSSAF, nos chers amis de l'URSSAF, faire sa déclaration d'impôt. Ils font des efforts à l'URSSAF quand même, au niveau réactivité, au niveau réponse à tes questions et tout. Moi, je trouve que c'est pas si mal que ça.
J'ai pas eu une mauvaise expérience avec eux, donc bon. Voilà, et puis après, il faut répondre aux mails, répondre aux coups de fil. Voilà, on est sollicité de différentes manières. Donc voilà, toute cette partie administrative, elle n'est pas... Elle prend du temps aussi. Elle prend du temps et elle n'a rien à voir avec la création. La vraie vie d'artiste. Donc je pense qu'on peut aussi parler maintenant de ce qui caractérise la vie d'un artiste, au-delà de tous ces éléments qu'on a mentionnés par rapport aux artistes qui pratiquent ça de manière professionnelle. Et on peut parler peut-être des autres choses qui sont partagées également par les artistes amateurs et les artistes professionnels. Avant de passer à ça, moi je dirais que l'artiste doit, tu vois, au lieu, on le voyait comme bohème et dilettante et voilà, un petit peu désorganisé. Moi je dirais que l'artiste doit avoir un emploi du temps très organisé pour être certain de se réserver du temps pour la création, pour l'incubation de ses idées, pour la réflexion aussi. Et moi je sais que je me fais un emploi du temps toutes les semaines. Et j'essaye de faire rentrer dedans tout ce que je dois faire, et je peux te dire que mes journées sont bien chargées et bien remplies. Et donc je fais vraiment attention à ça, parce qu'il faut avoir à la fois une vision rapprochée sur le court terme, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire cette semaine, mais il faut aussi avoir une stratégie plus globale de qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir cette année, ce trimestre, quels sont mes objectifs en termes d'audience, de vente, de marketing, tu vois. Et donc, ça demande de devenir une forme d'entrepreneur. En fin de compte, les Américains parlent d'artpreneur. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour la création et il y a un temps pour la gestion de ce qui devient ton entreprise, en fait. On va parler des choses plus fun, alors. Oui, alors parmi les choses qui caractérisent pour moi la vie d'un artiste, c'est qu'il y a... donc on disait, voilà, il y a cette image de l'artiste qui est devant son chevalet et qui peint frénétiquement. Ça, c'est quand il y a aboutissement. C'est ça, oui. Mais en fait, je pense amont, tous les artistes, on passe énormément de temps, voire peut-être autant de temps à réfléchir, à s'inspirer, à se nourrir, que à exécuter le travail. Et puis à chercher graphiquement, plastiquement quelque chose. C'est-à-dire que tu as une idée. Tu vois, moi là, j'étais en train de réfléchir sur le paysage. Donc il y a un jour, j'ai commencé à travailler. J'avais imprimé des papiers sur une jelly plate et puis j'ai commencé à faire collage, peinture. Le lendemain, je me suis dit, ah tiens, je voudrais procéder autrement. Alors si je commence en faisant ceci et cela, qu'est-ce que ça va donner ? Le troisième jour, je me suis dit, ah tiens, j'ai envie de... Comment créer des paysages imaginaires en partant du chaos, en fait. Donc là, j'ai travaillé sur une grande feuille, j'ai découpé des morceaux, je les ai assemblés. Donc tu vois, il y a cette forme de recherche là aussi qui ne va pas être du travail abouti, mais qui est absolument nécessaire si tu veux aboutir à quelque chose au bout du compte. Et ça prend du temps, ça peut prendre des semaines. Tout ce travail qui te permet de suivre ton idée et de suivre ton chemin et de la faire aboutir, en fait, justement, à quelque chose qui va devenir des toiles après, quoi. Oui, parce qu'il y a deux approches quand on souhaite peindre quelque chose, par exemple. On peut très bien avoir une idée en tête, donc on s'est inspiré d'une référence, d'une photo, un paysage qu'on a vu, quelque chose qu'on connaît. On a peut-être fait des esquisses et voilà, on démarre avec une idée précise et on essaye d'atteindre cet objectif, donc de le reproduire, enfin, de l'interpréter à notre manière sur la toile. Et puis, d'un autre côté, il y a l'approche où on se dit, non, je commence à peindre sans trop réfléchir et je verrai ce qui me vient. Je verrai si ça aboutit à un paysage ou un portrait ou autre chose, ou quelque chose de beaucoup plus abstrait. Et dans les deux cas, il y a souvent, peut-être pas souvent, mais il arrive parfois qu'on n'y arrive pas. Ces artistes qui se fixent, ils se mettent en tête, je vais peindre le portrait de quelqu'un, parfois ils essayent absolument d'y arriver et ils n'y arrivent pas. Ils ont pourtant fait des dessins, ils se sont préparés, ils ont déjà travaillé ils ont déjà décidé quelle palette utiliser. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait dans le passé et puis des fois ça ne sort pas. Ça bloque, donc ça bloque. Et pareil,
de l'autre côté, quand on se fie au processus, on ne part pas avec une idée, le processus nous résiste aussi. Moi, c'est ce qui est en train de m'arriver actuellement avec une peinture. Je bloque, alors ça part dans une direction, et puis je crois que c'est la bonne, puis final, non, ça ne me satisfait pas, donc je pars dans une autre direction. Et donc, une peinture peut prendre énormément de temps, ça peut prendre des semaines, voire des mois pour aboutir. Donc, il y a aussi tout ce travail-là qui est au-delà de sa capacité à dessiner et sa capacité à peindre. Ouais. Même les artistes qui sont expérimentés et qui font des très belles œuvres traversent aussi ces périodes-là. Ouais. Où le résultat ne correspond pas à ce qui les fait vibrer. Ouais, et moi je dirais qu'il y a aussi une troisième approche, c'est l'approche où tu te poses une forme de question, où tu as un questionnement par rapport à, par exemple, quel sentiment produit sur moi le paysage. Et donc, tu vas être dans une recherche pour essayer de trouver la réponse à cette question. Et donc, c'est ça qui va engendrer de multiples croquis, des essais, une manière de prendre le sujet par un bout, par l'autre, pour trouver effectivement ton processus pour répondre à cette question. Et là, tu vas aboutir à des toiles. Et donc là, c'est encore autre chose parce que tu pars d'un thème en quelque sorte. Tu pourrais choisir n'importe quoi, mais tu pars d'un thème et tu es vraiment dans un questionnement en te disant mais comment je vais pouvoir traduire ça ? Comment je vais quelle est ma vision des choses par rapport à ce sujet, quoi. Et là, c'est encore autre chose parce que tu avances, mais tu avances au fur et à mesure, tu sais pas du tout où tu vas, et puis tu peux très bien t'apercevoir au bout de quelques semaines qu'en fin de compte le sujet t'inspire pas tant que ça et avoir envie de passer à autre chose, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est aussi ça. Donc c'est vrai que tout ça c'est beaucoup de temps, et on a besoin de temps. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui est en train de pressurer tout le monde, de mettre une pression temporelle sur tout le monde, sur les salariés, sur les administrations, sur tout. Et l'artiste doit vraiment résister à ça, parce que nous, on peut pas travailler de 9h à 5h tous les jours, et puis rendre nos objectifs à la fin de l'année. Tu vois ce que je veux dire ? On est hors de ça. On peut pas fonctionner comme ça. Mm-hmm. Une autre caractéristique, je pense, qui définit la vie d'un artiste, c'est que, alors ça c'est mon avis, je ne sais pas si tout le monde partage mon avis, mais je ne peux pas envisager ma vie sans une pratique artistique. Je pense que ça c'est une des choses qui est importante tous les artistes et qui a un impact sur la vie justement je pense de que l'artiste. C'est une caractéristique commune à tous les artistes en fait. Ouais. Moi, c'est vrai, ça pareil, moi ça me manque au bout d'un moment. Ouais. Et elle va influencer la vie parce que comme elle a besoin d'être présente, cette pratique, il faut dégager du temps. Tout va s'organiser autour en fait. Voilà, exactement. Ouais. Et parfois ça peut prendre beaucoup d'ampleur, prendre beaucoup d'espace, beaucoup de temps, parfois moins. Mais en tous les cas, il faut aménager le reste de sa vie autour de ça. Les personnes avec lesquelles on partage notre vie aussi, il faut les aménager autour de ça. Oui, et le temps que tu passes à créer, c'est du temps que tu passeras pas à faire autre chose, avec tes amis par exemple, ou à voyager. Voilà, donc il y a aussi le fait que tu te dédies vraiment à ta pratique, quoi. Tu t'investis profondément et que tu vas y consacrer du temps, une partie de ta vie en fin de compte. C'est vraiment un investissement personnel dans ce que tu fais. Et c'est vrai que il faut le faire comprendre à ceux avec qui on vit, aux gens qui nous posent des questions. Et je pense qu'ils ne perçoivent pas forcément la profondeur de cet engagement, en fait, de ce que ça veut dire de tous les jours. T'as pas un patron sur le dos qui te dit quoi faire. Donc tous les jours, il va falloir que tu te réveilles et que tu t'y mettes. Et tu sais pas où tu vas. Tu sais pas si ça va te rapporter quoi que ce soit. Tu sais pas si tu vas y arriver ou pas. Mais il faut quand même que tu le fasses. Voilà. Et c'est ça qui est dur. C'est de tous les matins de continuer à avoir foi en toi et en ta création et de t'y remettre tous les jours. Et ça, je pense que mentalement, il faut vraiment être prêt à faire ça parce que ça demande une sacrée discipline quand même. Ouais. Et une autre chose, c'est que le parcours de l'artiste est miné de difficultés. Ça en est une. Le fait que, il faut effectivement organiser son temps, se pousser, motiver. Se faire violence des fois pour aller, on y va maintenant, il faut le faire. Ouais. Il y a ça, et puis après, il y a
le regard, le retour des autres, qui des fois peut être difficile. Ouais. Puis il y a plein de blocages, la manière dont tu es regardé par les... Si tu vis, par exemple, si tu as un compagnon, une compagne qui est dans un job salarié avec plein d'amis qui sont là-dedans, tu vas être regardé vraiment comme le mouton noir du groupe, quoi, tu vois. Donc c'est pas forcément facile. Tu peux avoir des blocages parce que dans ta famille, l'art était considéré comme un truc inintéressant. Donc il va falloir que tu surmontes ça et que tu te convainques que oui, l'art pour toi est indispensable, mais c'est pas facile. Tu vas avoir des blocages financiers parce que tu gagnes pas forcément ta vie. Enfin, il y a plein d'embûches et il y a la résistance. Ouais. Où là, toutes les conditions sont réunies pour que tu le fasses, mais tu n'y arrives pas. Là aussi, comment tu fais ? Ouais. Comment tu fais ? Je lisais l'autre jour, il y a même des artistes, bon, évidemment quand on crée, on est seul, on passe quand même un certain temps seul, on a besoin de cette solitude. Je pense quelque part les artistes de manière générale aiment cette solitude et c'est là où ils peuvent vraiment être dans un état d'esprit qui leur permet de créer. Mais pour certains artistes qui sont très extravertis, qui aiment bien être avec d'autres personnes, peuvent souffrir de solitude. Autant ils aiment leur pratique, ils aiment ce temps seul, et en même temps souffrir de solitude. Donc il y a ça aussi, c'est réussir à trouver l'équilibre. Entre une vie sociale et puis ton travail, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est essentiel de fréquenter d'autres personnes, de se nourrir de sources d'inspiration, dans le sens qu'il faut sortir, il faut voir ce que font les autres, il faut aller se promener, faire ce qu'on a envie de faire, mais en tous les cas, il faut aussi sortir de son atelier. Les sources d'inspiration, elles ne nous tombent pas sur la tête comme ça dans l'atelier. C'est souvent c'est l'inspiration, elle va venir quand on est dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Oui, qui est complètement différent. Moi, je sais que souvent, je suis inspirée quand je suis passagère dans une voiture. Je n'ai pas besoin de me soucier de où va la voiture, je n'ai pas besoin de la conduire, donc mes pensées partent, dérivent, et je regarde le paysage, et à chaque fois, j'arrive toujours à trouver un paysage, un arbre, un nuage dans le ciel, quelque chose qui va attirer mon regard et qui va être ensuite une source d'inspiration pour mes peintures futures. Donc il y a énormément de temps dans la vie d'artiste qui est passé comme ça, à, on va dire entre guillemets, rien faire, mais c'est juste pour s'imprégner de rester choses. Ouvert, rester poreux à l'environnement pour que justement ça nourrisse ton inspiration. Et puis moi je trouve aussi, et ça je le ressens depuis toujours et je le vois avec toutes les personnes avec qui je discute, c'est que ton état d'esprit est quasi aussi important que ta technique en fin de compte. Et si tu n'es pas clair dans ta tête par rapport à ce que tu veux, pourquoi c'est important pour toi, comment tu vas travailler, quelles sont tes valeurs, en fonction de quoi tu vas décider de faire telle ou telle chose, eh ben ça va être vraiment très difficile, quoi. Donc le travail artistique, il doit aller de pair avec une réflexion sur soi et un travail sur soi, justement pour être capable justement de se lever le matin et de se dire je vais travailler parce que ça c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi, pour faire face à la frustration, pour faire face aux critiques aussi de certaines personnes qui sont pas toujours tendres, voilà. Et donc il faut vraiment travailler sur son mental aussi, et ça demande un certain investissement en temps, et puis de se confronter à ses peurs, à ses doutes, aux croyances limitantes qu'on peut avoir. Enfin, il y a aussi un gros boulot à faire à ce niveau-là, en fait. Tout à l'heure, tu parlais des artistes pros et tu disais qu'une part de leur temps est aussi dédiée à l'apprentissage, donc ils vont suivre des formations, ils vont s'améliorer, voilà, Je pense que ça, c'est vrai aussi pour les personnes qui ne sont pas pros. Je pense que quand on est dans on pratique de l'art, on a besoin régulièrement de booster un peu notre pratique. Puis on est curieux. Et on est curieux. Ouais. On découvre des choses, en pratiquant, on découvre des choses, on se dit tiens, et si je poussais un peu plus dans cette direction-là. Donc, du coup, on va aller chercher des tutos ou des cours ou des bouquins qui vont nous orienter. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec le médium à base de cire froide. J'ai découvert ça sur Internet, je me suis dit tiens, c'est intéressant.
Puis de fil en aiguille, maintenant c'est devenu une pratique régulière. Et ça permet à l'artiste d'évoluer dans son travail. Je pense que ça, c'est commun à tous les artistes. On ne reste pas figé on n'est pas des fabricants, on fabrique oui, c'est pas, ça. On n'est pas des artisans. Voilà, exactement. Donc il y a constamment cette recherche, et cette recherche demande du temps, demande de l'investissement parfois. Et donc l'apprentissage, oui, c'est un élément important. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question, peut-être pas exhaustivement. Non, je pense pas, parce que c'est difficile d'aborder tout. Il faudrait quelques heures de podcast. Oui, il y a ça. Et puis, on parle aussi de notre propre expérience, qui n'est pas représentative de tous les artistes. Parce que forcément, les grands artistes qui ont des énormes ateliers avec des gens qui travaillent sous leurs ordres, ils sont peut-être même confrontés à des choses encore plus lourdes au niveau administratif, justement, comme on en parlait tout à l'heure, et puis après aussi au niveau de leur image, de ce que ça comporte pour eux de continuer à surfer la vague de la notoriété. Ça demande aussi de voyager, d'être disponible, voilà. Donc, oui, on n'a pas un monde qu'on ne connaît pas. On n'a pas parlé, par exemple, des artistes qui travaillent avec des subventions. Donc, il y a des appels à projets, ils vont répondre à des appels à projets, ils vont toucher des subventions, ils vont travailler sur quelque chose en particulier. Ça existe aussi. Ouais, il paraît que c'est très particulier à la France, ça. Hein. Oui, je pense, ouais. Dans d'autres pays, ça se fait moins. Et je trouve que c'est pas forcément quelque chose... Bon, c'est bien parce que les artistes trouvent du boulot comme ça, mais ça reste quand même payé une misère. Et puis, moi, je trouve que c'est pas un bon mode de fonctionnement. C'est pas... Bon, bref, après, ça, c'est juste mon avis. Après, il y a aussi des artistes qui sont pas forcément hyper célèbres, mais qui arrivent à vivre de leur travail en vendant des toiles, en faisant des stages, en proposant des cours, en faisant des choses comme ça. Quelquefois, il y a des artistes qui ont un job à côté qui leur permet d'être indépendants financièrement et donc de ne pas avoir cette pression et de pouvoir travailler librement et de vraiment suivre leurs envies. Mais c'est vrai que moi, je vois quelques défis par rapport à la période actuelle et aux artistes d'aujourd'hui, en fait. Le premier défi, je dirais que c'est de réussir à se singulariser sans s'épuiser, parce que avec les réseaux sociaux, avec le besoin de se faire connaître, ça peut amener vraiment à vouloir être présent partout, et c'est pas forcément une bonne idée. Donc je pense qu'il faut choisir un canal de communication qui nous correspond. Alors on est plutôt Instagram, on est plutôt YouTube, on est plutôt blog, SEO, choses comme ça. Trouver quelque chose qui nous correspond et le faire vraiment à notre manière. On n'est pas obligé de publier tout le temps, on n'est pas obligé de publier tous les jours. Voilà, il faut se dire, moi je ferai telle et telle chose, mais viser surtout la régularité. Et mathématiquement, ça finit par grandir, inévitablement. Donc voilà, mais bien cibler quelque chose qui est en accord avec nous-mêmes, par exemple. Et qu'on prend du plaisir à faire. Voilà, aussi. C'est ça. Et le faire d'une manière qui va être originale, peut-être. Mettre de la créativité aussi dans sa manière de communiquer. Après, je pense qu'il faut faire attention de remettre du collectif, ou d'en mettre en tout cas, en ayant par exemple des projets communs, en travaillant à 2 ou 3 artistes sur un thème commun, tu vois. Ce qui commence à se faire aussi, des lieux partagés qui vont être occupés par plusieurs artistes et qui vont donner une visibilité locale en fait. Oui, ça, je pense que tu touches un point très important parce que cette dernière année, moi j'ai rencontré quelques artistes avec lesquels on partage les tuyaux pour exposer. Et on a déjà aussi envisagé peut-être pour les années à venir d'exposer ensemble. Donc c'est vraiment très important de se créer un réseau, de s'associer, s'associer avec d'autres artistes qui comprennent les difficultés. C'est ça, qui comprennent du métier, et avec qui on peut partager des idées, des espaces de travail. Et c'est super important, ça ouvre vraiment le champ des possibilités. Et puis des gens avec qui on peut parler quand on a des problèmes, quand on est confronté à une difficulté. Alors les anglo-saxons, notamment les américains, font ça avec des masterminds, tu sais, beaucoup dans le monde de l'entreprise, où ils font des groupes de gens qui sont
dans des niveaux à peu près similaires et qui vont se retrouver une fois par mois. Et puis il y en a un qui va être un peu mis sur le hot seat, comme ils disent, pour être un peu mis à la question, pour être stimulé, pour montrer aussi le travail qui a été fait. Et je pense que c'est des choses qu'on pourrait envisager au niveau artistique, tu vois, voilà, des petits groupes qui ne seraient pas forcément énormes, mais avec une régularité dans les rencontres, pour partager, pour échanger, comme tu dis, pour se donner des tuyaux sur comment on expose ou comment on fait. Et puis ne serait-ce que sortir de l'isolement de l'atelier, parce que c'est vrai c'est un travail solitaire, donc c'est bien de se retrouver à plusieurs de temps en temps. Je pense que le défi aussi aujourd'hui, c'est de ne pas céder au tout de suite et au commercial, parce que les réseaux sociaux poussent à ça. Il y a une espèce de renouvellement permanent. Donc là, ça peut vite devenir épuisant aussi. Et puis on peut en être amené à faire des trucs vite peints, vite vendus, et puis vite oubliés en fin de compte. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche quand on crée. Bon, après, on peut être là-dedans, hein, c'est pas un problème non plus, hein, mais disons que voilà, moi c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Je pense qu'il faut prendre le temps de tracer son propre chemin en fait. Et ce que je disais par rapport à l'état d'esprit, voilà, de s'interroger sur ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce que c'est le succès pour moi, quand est-ce que je pourrais dire que j'ai réussi, qu'est-ce que j'espère, combien de toiles j'espère vendre chaque année, qu'est-ce que je suis prête à faire pour ça, tu vois, poser ce genre de questions-là, parce que c'est des trucs pratiques et concrets, et c'est vrai qu'on aime bien être dans le monde des idées, des projets, de la création, mais de temps en temps, il faut redescendre un peu sur terre si on a envie ne serait-ce que gagner suffisamment d'argent pour acheter son matériel, par exemple, tu vois, on peut commencer par avoir cet objectif-là sans forcément vouloir en vivre, mais du coup, ça implique, je vais faire tant d'expos, je vais essayer de vendre tant de toiles, comment je vais faire, est-ce que je vais les vendre en ligne, est-ce que je vais les vendre in situ, enfin voilà. Et puis, faire attention de ne pas se laisser dicter sa création par le marché et par les algorithmes. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais on est quand même dans un monde qui veut du tout très vite, de la facilité. On n'est pas dans un monde qui cherche la subtilité, le dialogue, le débat. Enfin voilà, on veut du noir-blanc, du oui-non. Donc il faut faire attention de ne pas se laisser happer par ça. Et puis se rappeler que il y a quand même le facteur temps et que créer c'est long et que à partir du moment où on décide de devenir artiste et de se lancer là-dedans, ça peut prendre quelques années avant que ça commence à décoller un peu, quoi. Et donc, il faut avoir les reins solides financièrement, il faut avoir quelqu'un qui peut nous aider, et il faut savoir dans quoi on s'engage, parce que c'est pas une promenade de santé, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, des fois c'est carrément le grand 8, émotionnel, financier, tout ce qu'on veut, hein, parce que c'est pas non plus un job où on va avoir un salaire régulier, on va pas avoir la même chose tous les mois. Il y a des mois où on va beaucoup vendre, puis des mois où on va pas faire grand-chose. Voilà, il faut faire face à ça. Donc voilà, je pense que c'est bien, si on a envie de se lancer dans une carrière artistique, de vraiment bien se renseigner et de voir concrètement ce que ça veut dire, quoi, parce que on n'est pas dans l'image romantique de l'artiste inspiré par les muses qui crée dans son atelier. On a un peu évolué par rapport à ça. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter à ce sujet aujourd'hui ? Est-ce que donc on a répondu on a donné une explication suffisamment claire sur la vérité, sur la vie d'artiste ? Je pense qu'on a donné différents éléments. On a donné notre vérité. Est-ce que la vie d'artiste est une vie de rêve, comme parfois c'est perçu par d'autres personnes ? Je pense qu'il y a une part de rêve dans la vie d'artiste. Je pense qu'il y a de rêves réels, c'est-à-dire que quand on aime ce qu'on fait et qu'on a la chance de pouvoir le pratiquer aussi fréquemment qu'on le veut, c'est une grande chance dans la vie et c'est une part de rêve. C'est ça, c'est ça qui fait la différence entre le métier d'artiste peut-être et d'autres types de métiers. Il y a cette passion, cette attirance vers la pratique qui est profonde et on ne peut pas y échapper, et lorsqu'on peut le faire, c'est super. Si on peut gagner sa vie avec ça, c'est encore mieux, mais ce n'est pas nécessaire.
Donc oui, quand on rencontre des gens qui nous disent ah oui mais tu fais un métier de rêve, oui c'est vrai, en partie c'est un métier de rêve. Mais c'est un métier risqué, c'est un métier où il n'y a pas de certitude et c'est un métier où il n'y a pas de sécurité. Non. Voilà. Donc il faut savoir qu'est-ce qui est important pour soi. Est-ce qu'on veut un job qui ne sera pas toujours intéressant, mais qui sera safe, où on va gagner tous les mois la même chose, on va être salarié, on va avoir une vie vraiment bien réglée? Ou est-ce qu'on veut sauter sans filet, se lancer, devenir artiste? Et puis, il y a des jours avec, des jours sans, il y a des mois sans, beaucoup de mois sans, avant qu'il commence à y avoir quelques mois avec, mais voilà, c'est très long. Et on ne sait jamais si ça va marcher, on ne sait pas si on va pouvoir gagner quelque chose avec ça, si on va être visible, si on va avoir des... C'est l'aléatoire, c'est le saut dans le vide. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui. Alors, il pleut en Bretagne depuis le mois de novembre. Ouais, quasiment. Hein, il pleut tous les jours. On a notre petit grain, notre gros grain. Ouais, et c'est vraiment exceptionnel. Depuis que j'habite là, c'est la première fois qu'on a un mauvais temps qui dure aussi longtemps. Ouais. Donc là, on a une journée très grise, venteuse, pluvieuse. Mais on n'est pas les seuls, parce qu'après, ça vient d'ouest, et puis les Parisiens, les Normands, les gens dans le Nord ont aussi eu un hiver assez humide. Ouais. Et donc c'est une période que je trouve un peu difficile, parce que c'est le début du printemps. Ouais, on aurait envie de sortir. Moi, comme je te disais, j'aimerais bien aller faire cueillir des plantes sauvages pour les intégrer dans ma cuisine. Et là, avec la pluie qu'il y a, c'est juste pas possible. Donc il y a un peu de frustration, un peu de fatigue aussi, parce que du coup, je bouge moins, donc je m'empâte un peu. Voilà, c'est une période... Oui, c'est une période qui n'est pas évidente, parce qu'on sort de l'hiver, on attend justement la chaleur, un peu de soleil, d'être dehors, de profiter et tout, et on est très 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 frustré, parce que moi par exemple, j'ai dû faire du vélo 2 fois ces 6 derniers mois, quoi. Tellement il fait mauvais, les pistes cyclables sont dans un état catastrophique, il y en a certaines qui ont été bloquées pendant des semaines, parce qu'après la tempête en novembre, il y avait des arbres partout, donc tu ne pouvais plus y aller. Dans les monts d'arrêt, c'est même pas la peine d'envisager d'aller marcher, sauf si tu veux faire un bain de boue. Donc ça a des vertus, hein, mais donc il y a quelques chemins dans lesquels tu peux aller, parce que tu sais tu peux y aller. Mais sinon, il y a des endroits, c'est infranchissable. Ça te crée des flaques tellement énormes que tu peux pas passer, quoi. Et des journées comme ça, des périodes comme ça, qui peuvent être même très longues, ont un impact certes sur notre vie d'artiste, justement. Ouais, sur le mental, ouais. Sur le mental, et puis notre envie de créer aussi. On peut passer par une phase où on a un peu moins envie, peut-être. Et là, il est important de se ressourcer dans ces moments-là. Toi, tu fais quoi pour te ressourcer ? Alors, pour moi, mon fonctionnement par défaut pour me ressourcer, c'est de me trouver un bon bouquin et de m'absorber dans la lecture. Et ça, je fais ça depuis que j'ai 6 ans et que j'ai appris à lire. Parce que comme j'étais dans une famille quand même assez dysfonctionnelle, où j'étais pas bien, j'ai pris l'habitude de lire pour partir ailleurs, en fait, pour être dans un autre univers. Et donc j'ai remarqué que c'est vraiment mon fonctionnement par défaut. Quand j'ai un souci, quand j'ai un truc qui me perturbe, ou quand j'en ai un peu marre de tout, je me trouve un livre, et puis voilà, donc c'est la lecture. Après, c'est beaucoup la marche aussi, j'aime beaucoup aller dehors, marcher. Donc j'essaye, bon là aujourd'hui je pense que ça va être difficile, mais même s'il pleut souvent j'essaye de sortir quand même, et de marcher soit par période de 20 minutes, et puis de marcher au moins 1 heure par jour. Ça c'est quelque chose qui me fait du bien, ouais. Et puis la musique aussi, tu vois, mettre de la musique quand je prépare à manger, danser en même temps, enfin voilà, que le corps bouge un peu comme ça. Ça, c'est des choses qui font du bien. Après, discuter avec quelqu'un, appeler une amie, aller manger le midi avec quelqu'un, ça peut être aussi une bonne manière de se ressourcer, je pense. Ouais, ça rend la routine. Ouais, c'est ça. Et toi, comment tu fais ? En fait, semblable à toi, hein, je lis pas la journée, mais je lis religieusement tous les soirs. Je lis. Si je lis pas, j'ai du mal à m'endormir. Ah mais moi c'est pareil. La lecture a une place importante dans ma vie.
après, la journée, je peux lire, mais ça va pas être des romans, ça va être plutôt des bouquins techniques, on va dire. Sérieuse. Non, mais des bouquins sur l'art, sur la technique, ou des bouquins justement sur les plantes, les huiles essentielles, ou des choses comme ça, parce que c'est des choses que je pratique en plus de ma pratique artistique. Donc pour me ressourcer, comme toi, je ressens ce besoin de sortir et de marcher. Marcher me fait énormément de bien, surtout si je rencontre peu de gens et que je suis dans la forêt. On en avait déjà parlé, mais ça c'est vraiment un élément super important pour moi. Et là, comme c'est pas évident, en Bretagne cette année, cet hiver a été particulièrement difficile pour ça. Comment je me ressource? Alors, la musique, oui, un peu. Je dois dire, cette année, c'est un peu compliqué. Là, j'étais même en train d'envisager de me réinscrire au fitness pour pouvoir aller à la piscine et me remettre. J'ai vraiment besoin de mettre le corps en mouvement. Je pense que ça, c'est très important. Et on a parlé de la vérité sur la vie d'artiste aujourd'hui. Je pense que comme toute activité indépendante, le mouvement, le sport, l'activité physique est quelque chose qui apporte énormément à notre pratique artistique. Moi, je le remarque, que quand physiquement je me sens avec plus d'énergie, je sens que j'ai un peu plus de tonus, un peu plus musclé, que je me suis bien aérée dehors. Je reviens avec une nouvelle énergie dans l'atelier. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Je crois que c'est vraiment important aussi, parce que quand on travaille seul et qu'on aime son travail, on peut vraiment se laisser accaparer par lui, en fait, et avoir une vie un peu déséquilibrée et négliger les autres sphères de notre vie, la vie privée, le sport, la santé, les relations et tout ça. Et c'est vrai que c'est important régulièrement de faire un peu le point là-dessus pour se dire, bon, est-ce que je vis vraiment la vie que j'ai envie de vivre, quoi, et est-ce que je néglige pas mon corps, ma santé, mon sommeil, mes relations amicales, mes relations professionnelles. Et c'est pas évident de trouver un équilibre. Et puis, selon sa personnalité, on est plus ou moins tenté par telle et telle chose, disons. Mais c'est vrai que le corps, quand on discute avec d'autres artistes, on voit que leur manière de se ressourcer aussi, ça va être d'aller marcher dans la nature, d'aller nager dans la mer, de faire du sport, de faire du yoga, de faire de la méditation, de faire de la cuisine, des choses comme ça, tu vois, où il y a aussi, où le corps est sollicité. Ouais. Et pour moi, il y a aussi une autre chose, c'est de regarder par exemple des films qui font du bien. Ou voir des documentaires qui font du bien. Ouais. Parce qu'on a souvent des films violents, voilà. Mais des fois, il y a des feel-good movies qui sont, c'est des belles histoires d'amour ou simplement des belles histoires avec une belle morale à la fin. Et ça me touche toujours et je sens que c'est comme si je rechargeais un peu mes batteries. Et je ressens la même chose quand je regarde un beau documentaire. Dernièrement, il y a eu des très beaux documentaires sur la vie dans l'océan. Et ça me fait du bien c'est comme si je m'évadais sur une autre planète et ça me fait du bien. Pareil, je sens que ça me ressource aussi. Ouais. Mais je pense que ce qui nous ressource aussi et qui est difficile à faire, c'est de se créer un cercle d'amis, artistes ou pas artistes, mais qu'on peut voir régulièrement. Et c'est vrai que les gens sont tellement pris dans leur vie que c'est difficile, je trouve. Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Alors, j'ai pas une nature, je suis sociable, mais j'ai jamais eu de cercle d'amis comme ça, de gens que je puisse voir régulièrement. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir faire, parce que je pense qu'on est vraiment des êtres sociaux, on a besoin de ça. Et quelquefois, moi, le fait de travailler seul, de faire beaucoup de choses seul, au bout d'un moment, j'en ai assez. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire de la gym dans une salle de gym où je vois d'autres gens et je peux discuter, parce que oui, je pourrais le faire toute seule dans mon coin, mais j'en ai assez de faire des choses toute seule dans mon coin. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à ça aussi et trouver... Et savoir comment on se ressource, ce qui nous fait du bien, et l'intégrer dans son quotidien, quoi, en fait. Tout à fait. Donc, on va se quitter sur ces belles paroles, en espérant que le soleil et des températures plus clémentes arrive bientôt sur notre belle côte bretonne. Bah déjà plus de pluie, quoi. Après, bon, le soleil peut-être, mais plus de pluie. Ça, ce serait qu'on sèche bien. Un peu, quoi. Ouais. Qu'on sèche. Ouais.
Bon, merci Sabina merci pour cet échange. Merci à toi, Gwenaëlle. Et puis merci à vous qui nous écoutez. Oui. N'hésitez pas à réagir, à nous envoyer des commentaires. Oui, nous parler de votre vie d'artiste. À nous écrire, à nous dire les sujets que vous aimeriez voir traités aussi, ou ce qui vous pose question. Voilà, parce qu'on se fera un plaisir d'aborder tout ça. À bientôt. À bientôt. Au revoir.